L'ère des tropiques donne des idées à Manu et lui donne envie de renouveler son logiciel. Sa dernière passion, sa dernière fantaisie, et si je faisais preuve d'un peu de fermeté sur la question de l'immigration. À Mayotte, ça ne mange pas de pain. Il y a de la marge. La moitié de la population est étrangère et une importante partie de cette population étrangère est clandestinement étrangère. Du coup, Manu ose les formules choc, auxquelles il ne nous avait guère habitués. Je le cite, « La lutte contre l'immigration est le premier pilier de notre action pour la sécurité. » Et de un. Manu sous-entendrait-il qu'il y a des liens entre immigration et insécurité ? Mais que se passe-t-il ? Le constat est terriblement osé. Et ce n'est pas tout, vous n'avez encore rien vu. La lutte contre l'immigration clandestine s'est dépassée. Aujourd'hui, il faut lutter contre l'immigration tout court. Et de deux. Ça nous épate, n'est-ce pas ? Bon, soyons rassurés quand même, Macron n'a pas encore pris sa carte au Rassemblement national et se défend de vouloir inspirer tout discours de haine. Ouf, on respire, on aurait pu avoir des doutes l'espace d'un instant. Tel un candidat en campagne, Macron promet beaucoup sur l'île de Mayotte, la déshéritée de l'océan Indien. Des billets d'avion pas chers, des salles de classe à profusion. Il se félicite des reconduites à la frontière qui sont en hausse et des interpellations en mer, elles aussi en augmentation. Tout cela ne rimant rigoureusement à rien et ne servant rigoureusement à rien, car chacun sait sur place qu'un expulsé revient très vite, souvent dans la journée. Quittons un instant Mayotte. Chacun sait qu'il n'y a pas que dans les îles qu'on trouve des territoires perdus de la République. Sur le sol de la métropole, curieusement, Macron n'est pas aussi prompt à faire le lien entre immigration et insécurité, comme le lien entre immigration et islamisation. Pendant que Macron enfile des colliers de fleurs bien loin de la métropole, son ministre Blanquer, resté en métropole, essaye comme un beau diable de dire que le voile, ça n'est pas interdit, mais que ça n'est tout de même pas formidable. Du « je t'aime moi non plus » à la sauce blanquérienne. Propos prolongés ultérieurement par Macron, je résume, le voile, c'est oui et non en même temps. Avec de tels dirigeants, l'islamisation de la France continuera d'inquiéter les trois quarts des Français et continuera de réjouir les islamophiles de tout poil. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. La très prestigieuse société de conseil McKinsey, basée à New York, vient de publier un rapport qui a fait l'effet d'une bombe. Une banque sur 3 dans le monde serait menacée de fermeture prochaine. Quelles en sont les raisons ? Pour ces banques menacées, leur rentabilité est bien trop faible, comprise entre 1 et 2% contre une rentabilité 10 fois supérieure il y a quelques années. En outre, leur bilan regorge de créances peu ou pas récupérables. Enfin, certaines d'entre elles détruisent davantage de valeur qu'elles n'en créent. L'horizon n'est pas près de s'éclaircir dans un environnement général qui propose des taux toujours plus bas. Les banques ne s'en sortent qu'avec de très gros volumes de prêts, mais tout retournement de conjoncture dans ces conditions leur serait fatal. Elles pratiquent en outre une activité fébrile sur des activités de marché dits dérivés qui sont à la finance ce que le casino est à l'enrichissement personnel. En clair, elles spéculent de façon effrénée sur tous les marchés à risque et en paieront très vite le prix, et nous avec. Il apparaît désormais acquis qu'un peu plus de 10 ans après la fameuse crise de 2008, nous arrivons vers une fin de cycle. Pour la 4e fois depuis le début de l'année, le FMI, le Fonds monétaire international, a revu à la baisse ses prévisions de croissance. Entre 2008
Et 2018, 600 000 emplois bancaires ont disparu dans les 28 pays de l'Union européenne. Et les banques sont loin d'être les seules à devoir craindre pour leur avenir. Cela dit, en Europe, elles peuvent compter sur l'outrageuse générosité de la Banque centrale qui continue, à jet continu, d'injecter des liquidités pour retarder la catastrophe de la chute finale. Ces liquidités ne correspondent à aucune création de richesse, elles sont donc l'exacte définition de la fausse monnaie. Il n'y a pas de doute possible, nous allons tous payer cher une situation aussi aberrante. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Il paraît que l'islamisation de la France n'est pas un problème, ce sont les élites politico-médiatiques qui le disent. Il faut donc les croire. Pourtant, les trois quarts des Français pensent que l'islamisation de la France est un problème. Force est d'ailleurs de constater que cette islamisation de la France a tendance à se renforcer dans notre espace public, lentement mais très sûrement. À l'approche des municipales qui se profilent au printemps 2020, une inquiétude semble émerger chez nos élites politiques. Et si on allait vers une multiplication des listes communautaristes chargées de défendre aux élections une couleur vert islam qui n'est pas tout à fait celle du vert écologie? Alors, que dire, que faire? Bruno Retailleau, président des sénateurs Les Républicains au Sénat, a décidé de s'emparer du problème. Pourquoi le fait-il? Sans doute moins pour combattre l'islamisation de la France que pour ne pas abandonner ce sujet au Rassemblement national ou à d'autres forces de droite. Si au passage les Républicains pouvaient récupérer quelques voix, ce serait toujours ça, car ils en ont grand besoin, les pauvres. Bruno Retailleau propose donc que l'on interdise purement et simplement les listes communautaristes. Comme ça, bon débarras, on est tranquille, on montre ce qu'il faut de fermeté face à la charia et on pense pouvoir dormir tranquille. Sauf que ça n'est pas aussi simple, Bruno. Pour définir une liste communautariste, il faut obligatoirement faire entrer en ligne de compte le facteur religieux. Et là, à l'évidence, tous nos censeurs fous de laïcité vont rappliquer. Si on refuse une liste communautariste islamiste, pourquoi est-ce qu'on autoriserait le Parti chrétien-démocrate, le PCD, à se présenter par exemple? D'ailleurs, il y en a qui y ont déjà pensé. Et l'on va nous refaire le coup du voile des religieuses qu'il faut interdire comme le hijab ou autre fadaise. Pourtant, la solution existe, mais elle est ambitieuse et ils ne sont pas nombreux ceux qui sont prêts à l'assumer. Il s'agit de rompre avec la soupe laïciste pour reconnaître le primat d'une identité chrétienne de la France, ce qui nous permettrait de ne pas mettre sur le même plan le christianisme et l'islamisme. Cela nous permettrait de nous rappeler d'où nous venons pour savoir où nous allons. Le problème de Bruno Retailleau et de son parti Les Républicains, c'est que leur grand chef vénéré Jacques Chirac, avait en son temps torpillé consciencieusement la notion de racine chrétienne de la France dans le projet de constitution européenne. Car pour lui, les racines de la France étaient avant tout arabo-africano-asiatico-mongoloïdes. N'en déplaise aux Républicains, les futures listes communautaristes seront les fruits avariés laissés par leur ancien patron. Les gesticulations médiatiques de Bruno Retailleau n'y changeront probablement rien. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Deux mois tout juste après l'acte de guerre contre le Bataclan,
En novembre 2015, Madame l'ambassadeur des États-Unis en France promettait d'offrir à notre pays une œuvre d'art pour preuve de l'amitié entre les deux nations et en soutien à la France blessée. Noble intention s'il en fut, mais elle aurait mieux fait de s'abstenir. Pourquoi cela? Parce que c'est l'artiste Jeff Koons qui a été retenu pour l'occasion. Retenu par qui? Mystère et boule de gomme. Quant à le qualifier d'artiste, c'est une autre paire de manches. Il est artiste comme moi je suis grand mamamouchi. Qui est donc ce Jeff Koons? C'est le gars qui fait des sculptures qui ressemblent, dans le meilleur des cas, aux ballons en forme de chien que les enfants se font offrir à la fête foraine. C'est aussi le gars qui avait orné les couloirs de Versailles de homards roses. Drôle de garnement, ce Jeff Koons. Il n'a pas dû recevoir assez de fessées quand il était petit. En tout cas, Sadam alors, pour sûr que c'est un bon artiste. Il fait partie de ce qui se fait de mieux en termes de finesse et de bon goût ces derniers temps. Jeff a bien sûr tout de suite accepté de réaliser le cadeau demandé. Il a proposé un bouquet de tulipes monumental, symbole de deuil et d'optimisme, nous a-t-il expliqué. 11 fleurs au lieu de 12 attendues, ça coûte moins cher à fabriquer et ça permet de suggérer l'absence. Il est ambitieux, le Jeff, et il est bien content de se faire ainsi une pub colossale et d'arrondir sa cote sur le marché de l'art contemporain international. Cette affaire est tellement ahurissante que même le journal Libération a dû se fendre d'une tribune pour protester contre l'encombrant cadeau. Son coût est en effet colossal, 3,5 millions d'euros. Tu parles d'un cadeau. Aucune consultation publique, ni sur l'œuvre, ni sur sa localisation, of course. Et surtout, un artiste qui ne fait pas mystère de son goût pour l'art spéculatif, c'est-à-dire pour les gros sous-sous qui tombent dans sa grosse popoche. Mais il fallait résoudre un grave problème. Ce grave problème, c'est que les fleurettes de Jeff pèsent le modique poids de 60 tonnes. Aïe, mon Dieu! Où que c'est qu'on va les caser, ces fleurettes? Les autorités ont pensé au Trocadéro, avant de se raviser. Oui, on aime bien l'art contemporain, mais de là à gâcher l'une des plus belles perspectives de Paris, il faut quand même y réfléchir à deux fois. Les autorités ont fini par arriver à trouver un accord laborieux. Le bouquet vient de prendre place dans les jardins des Champs-Élysées, où il n'est pas trop voyant et où il est possible, avec de la chance, qu'il soit grignoté par les rats. Il s'est finalement fait financer par des mécènes privés, seul le coût de l'entretien incombant à la mairie de Paris. On imagine qu'Anne Hidalgo prend chaque matin sa petite peau de chamois pour aller astiquer les fleurettes et leur rendre tout leur lustre. Quoi qu'il en soit, ces 60 tonnes, hélas pas encore grignotées par les rats, vont certainement contribuer, encore et toujours, à faire de Paris la plus belle ville du monde. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.